Donc, bienvenue tout le monde à cette nouvelle discussion du monde. Aujourd'hui, on reçoit l'animateur, chroniqueur, auteur, homme absolument extraordinaire, Jordan Dupuis. Oui. Aujourd'hui, on jase d'image corporelle, surtout à l'ère des médias sociaux. Et puis, on va parler du parcours de Jordan, là. De ce qui fait qu'il est rendu où il est aujourd'hui puis qu'il avait envie de vous partager un peu son vécu. Donc, bonjour, Jordan. Salut, salut. Re-salut. Je suis C'est bon. très contente que tu aies accepté de partager avec nous un petit bout de ta vie. Ça vaut de l'or, ce genre de discussion-là. Donc, merci beaucoup. Écoute, sans plus tarder, parle-nous de toi. Fais-nous découvrir qui est Jordan Dupuis. Bon, c'est une grosse question, mais je vais commencer en fait la raison pour laquelle je suis ici, puis que les gens, donc je vois, là, il y a Juliette Pelchat, il y a Taïli Rose et trois autres personnes dont je ne vois pas le nom. En fait, la raison pour laquelle Lisiane m'a demandé de discuter avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai un parcours assez unique, je dirais. J'ai surmonté un grave trouble alimentaire durant le secondaire et durant la vie de jeune adulte. Donc, à votre âge, j'étais pris avec un trouble alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie. Donc, ce trouble alimentaire-là, que vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Je sais que vous êtes des jeunes de plus en plus informés sur les troubles alimentaires, sur l'image corporelle. Donc, l'hyperphagie, c'est quand tu manges à l'infini. Donc, je pouvais manger à l'infini et contrairement à l'anorexie où tu ne manges pas, ou la boulimie où tu te fais vomir, l'hyperphagie, c'est que tu manges à l'infini jusqu'à atteindre un niveau que tu te sens gelé, en fait, d'avoir trop mangé. Et moi, je me suis rendu dans ma vie jusqu'à 340 livres. Donc, j'étais pas pire, je dirais. Et suite à ça, j'ai décidé de faire de la thérapie pour ce qui est des troubles alimentaires. Et jusqu'à aujourd'hui, m'impliquer dans cette sphère-là parce que à votre âge, je n'avais pas de modèle masculin, je n'avais pas personne qui parlait de troubles alimentaires et d'image corporelle. Et je trouve que ça manque. Donc, j'ai envie de partager mon histoire, mais aussi d'aider les gens, de sensibiliser les jeunes à l'importance d'avoir une image corporelle saine, chose qui n'est pas évidente et qui est toujours en construction. Pour moi, c'est toujours un défi tous les jours quand même. Mm-hmm. Et surtout à l'ère des réseaux sociaux. Moi, je le dis, je trouve que vous êtes les jeunes héroïques en 2021 d'être des ados parce que la pression de l'image sur les réseaux sociaux, elle est immense et maintenant, la popularité de quelqu'un dépend de son nombre de followers. Moi, j'ai pas vécu ça et j'ai trouvé ça difficile. Donc, à votre âge, de vivre à travers cette réalité-là, ça doit pas. Donc, il y a plein de pièges à ça, évidemment, lorsqu'on dépend de réseaux sociaux qui sont principalement axés sur l'image. Il y a des pièges. Fait que moi, je veux en parler avec vous. Je veux savoir comment vous vivez ça. Puis surtout, quelles sont les façons que vous prenez pour vous protéger de ça. Parce que on s'en rend pas compte, mais les réseaux sociaux, c'est un vortex, hein, c'est une spirale. Fait que ça peut nous amener à développer des fois des attitudes qui sont autodestructrices envers soi, qui ne sont pas bonnes pour notre image corporelle, qui ne sont pas bonnes pour notre estime de soi. Puis on ne s'en rend pas compte, mais ça nous amène à développer des comportements qui sont problématiques envers nous. Donc, ça, c'est ça. Et pour ce qui est de ma vie professionnelle, tu l'as mentionné, Lisiane, je suis chroniqueur sur une émission de bien-être à TVA la fin de semaine qui s'appelle Bien. J'ai été animateur des tapis rouges de l'Hollywood PQ. J'étais au Journal de Montréal. J'ai fait plein de choses. Donc, je travaille dans l'industrie des médias. Mm-hmm. Et l'industrie qui est constamment en train de nous mettre notre image en pleine face. Donc, pour moi, c'est encore à ce jour quelque chose d'extrêmement challengeant, savoir qu'est-ce que je fais avec mes réseaux sociaux, comment je vis à travers ça, comment j'essaie de garder une relation saine. C'est pas évident parce qu'on veut participer à la vie sur les réseaux sociaux, mais comment on gère la bête? T'sais. Ouais. Tu parlais, dans le fond, que bon, t'as commencé à développer ton trouble alimentaire au secondaire. Ça a été quoi les plus gros obstacles que tu as rencontrés par rapport à ça? Bon, tu parlais que t'avais pas de modèle masculin au niveau d'une image corporelle saine. Mais ça a été quoi tes obstacles, dans le fond, que tu as rencontrés à travers ton parcours là, en lien avec ça? Ben, c'est le manque d'informations à ce sujet-là, puis le manque de modèles. Tu sais, moi, en même temps, moi, j'ai fait mon coming out en tant qu'homme gay.
tout juste après le secondaire 5, mais évidemment, bon, à l'école, j'étais victime d'intimidation par rapport à ce sujet-là. Donc, les troubles alimentaires, pour moi, ont commencé très tôt, quand j'ai su que j'étais différent. Juste, quand même, même au primaire, j'étais déjà pris avec une image corporelle assez fuckée, des habitudes alimentaires fuckées. Je sentais que j'étais différent. Donc, moi, c'était un mécanisme de protection de manger beaucoup, 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 beaucoup. Donc, de manger ses émotions, comme on dit. Oh, oui. Et finalement, à Mané, ben, quand tu viens de plus en plus gros au secondaire, ben, on sait comment c'est. On se fait écœurer, on se fait bullier. Donc ça a été beaucoup pour moi un obstacle et ça m'a surtout encore plus enfoncé dans les troubles alimentaires. J'avais des rêves d'être à la télé, de faire des trucs à la télé, ce que je vis maintenant, mais l'industrie étant ce qu'elle est, la pression de l'image corporelle étant ce qu'elle est, j'avais pas l'impression que je pouvais être moi-même dans cette enveloppe corporelle-là en faisant ce que j'aimais. Il y avait beaucoup, beaucoup... moi, je viens de la génération Britney Spears, donc les modèles féminins très minces, Ouais. le corps très les top bédaines, ces affaires-là, les gars, c'était les gars qui étaient musclés, etc. Un peu la même chose qu'aujourd'hui, quand même. Dans l'hypersexualisation, ben, pas dans l'hypersexualisation, mais dans l'hypersexualité où tout Oui, est. exactement, tout à fait, Lisiane. Puis, tu sais, mais à la différence, c'est qu'à l'époque, ben, il fallait que tu regardes les vidéoclips à Musique Plus ou que tu regardes la télé pour être confronté à ces modèles-là. Ouais. Maintenant, partout, et surtout, ben, maintenant, les gens qui nous complexent, ce sont les gens du quotidien, les gens de notre école qui sont sur les réseaux sociaux et qui vendent une image corporelle et qui vendent la beauté de façon très insidieuse. Donc, et moi, ce qui a été mon principal obstacle, c'est le manque de modèles, le manque d'informations. Moi, je ne savais pas ce que c'était un trouble alimentaire. J'ai jamais entendu parler de ça. Mm-hmm. Jamais, jusqu'en début vingtaine. Maintenant, on en parle beaucoup. Ce sont des sujets qui sont dans l'actualité et je sais qu'à l'école, vous êtes sensibilisés à ça, à savoir est-ce que les gens se respectent entre eux. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas avec vous. Mais chose certaine, c'est pas quelque chose, c'est pas un terme qui vous est inconnu. Moi, j'avais pas ça. Je connaissais pas ça. Donc, ça a pris quelqu'un, un spécialiste qui me dise hey, je pense que tu as ça, tu n'es pas seul. Parce que sinon, j'aurais jamais fait le déclic moi-même. Mais surtout au niveau des hommes, parce que bon, on semble être pas mal de la même génération. Moi aussi, là, je suis de la génération Britney et Backstreet Boys. Là. Voilà. Et oui, on entendait parler des troubles alimentaires, mais c'était surtout au niveau du pendant féminin. C'était très peu au pendant masculin là, qu'on en entendait parler. Fait que effectivement, ça devait être encore plus difficile d'aller chercher de l'aide quand on dit pas que oui, les hommes aussi peuvent en. Quand j'étais jeune, les troubles alimentaires, c'était l'anorexie. Donc, c'était une fille de 15 ans qui mangeait pas. Maintenant, ça a changé. Juste pour vous dire, maintenant, les troubles, il y a maintenant ce qui s'appelle la Snapchat dysmorphia. Donc, la dysmorphie Snapchat, ce sont des filles, principalement des filles, mais il y a beaucoup d'hommes qui s'en vont voir leur chirurgien plasticien à l'âge adulte et qui disent, moi, je veux ressembler à cette photo-là. Mais cette photo-là, mon chéri, c'est un filtre. Mais je veux ressembler à ça. Donc, il y a une discordance entre la réalité et l'image. Pour ce qui est des hommes, on parle, c'est peut-être des termes que vous ne connaissez pas, mais la bigorexie, ce sont des gars qui sont obsédés par le muscle, donc d'avoir des muscles définis. L'orthorexie, donc ça, ce sont des personnes qui vont manger toujours ce qu'il y a de moins engraissant sur le menu au détriment de ce qu'elles aiment vraiment. Donc, si vous êtes comme ça, vous avez probablement une relation un peu trouble avec la nourriture. Si vous arrivez au restaurant et vous prenez pas ce que vous avez envie de manger, mais bien ce que vous pensez qui va vous faire le moins engraisser, c'est une forme d'orthorexie. Donc, les troubles alimentaires et de l'image corporelle, c'est comme ça. Hein? Il y a des troubles alimentaires. Si on a un trouble alimentaire, souvent, c'est qu'on a un trouble de l'image corporelle et vice-versa. Donc, un amène l'autre. Mais à l'ère des réseaux sociaux, quand vous voyez par exemple, un gars qui est super découpé ou une fille super découpée sur les réseaux sociaux en photo de maillot de bain, est-ce qu'elle a été modifiée au niveau avec Photoshop, avec les multitudes d'applications que vous avez dans votre cellulaire? Est-ce qu'il y a des filtres par-dessus? Est-ce que le gars, il vient de sortir de 3 heures dans un sauna sec au gym pour être découpé? Est-ce que ça fait 3 jours qu'il ne mange pas? Parce que pour avoir discuté avec plusieurs jeunes hommes qui commencent à développer un trouble alimentaire, pour eux,
cette photo-là d'eux en costume de bain, où ce qu'ils sont cotes, est très importante. Donc, ils sont prêts à ne pas voir leurs amis durant 3 jours, à aller prendre une bière, à aller manger, à aller une crème glacée, parce qu'ils savent que ça va affecter le résultat de l'image. Et Ouais. pour eux, d'avoir des likes sur cette photo-là est plus importante. Et c'est difficile de se dire, ben, je ne vais pas faire ça quand tu reçois 500 likes pour ta photo. Donc, ces likes-là te réconfortent dans un comportement qui est malsain par rapport à ton image corporelle et ton estime de soi. Donc, c'est ça le piège des réseaux sociaux, c'est qu'on se fait valoriser sur quelque chose qui est unidirectionnel. Donc, les gens reçoivent une image, disent, mon Dieu, il est beau, il a l'air en santé, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé pour avoir cette photo-là. Est-ce que tu te tiens de telle position? Est-ce que tu te tiens sur la pointe des pieds pour avoir une plus longue jambe? Est-ce que tu as mis un filtre? Est-ce que c'est la 52e photo que tu prends pour avoir l'air de ça? Et on le fait tous, là. Donc, donc les gens se valorisent beaucoup à travers des likes. Et c'est pas pour rien qu'Instagram a retiré l'option de savoir le nombre de likes parce que les gens étaient obsédés par ça. Donc, c'est dur de se défaire de quelque chose parce qu'on a l'impression que c'est de l'amour, que c'est de la valorisation. Puis on veut tous se sentir beau, c'est sûr qu'on veut se sentir beau. Mais pour quelle raison puis comment qu'on se sent beau, t'sais? Écoute, t'as-tu des trucs à partager avec les gens qui nous écoutent en lien justement avec comment être plus vigilant, comment être plus allumé justement à jusqu'à ce que tu dis là, tu sais, les filtres, les positions avantageuses. Qu'est-ce qu'on peut, comment qu'on peut développer notre sens critique par rapport à ça, justement pour pas être affecté par toute cette attaque-là, parce que, tu sais, on s'entend, c'est des micro-agressions, là. T'es constamment bombardé d'images, à moins de choisir ce que tu vas voir dans ton fil. T'es constamment bombardé d'images de gens qui ont des idéaux de beauté qui sont souvent inatteignables, là. Exact. Ben moi, la façon que je fonctionne, moi, je n'ai pas la vérité infuse, mais la façon que je fonctionne par rapport à mes propres réseaux sociaux, oui, je suis des personnes sur Instagram que je trouve très belles, mais qui ne me confrontent pas dans ma propre identité. Donc, moi, ma façon de fonctionner, c'est lorsque j'arrive sur un profil de quelqu'un que je trouve beau ou belle, la première question que je pose, c'est est-ce que ce que je vois me fait sentir laid ou me fait sentir pas beau? Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement beaux, extrêmement belles et qui dégagent quelque chose de positif, de sain, de lumineux, d'inspirant et qui ne t'enlèvent rien. Donc, moi, mon déclic, c'est quand je regarde une photo, par exemple, je suis sur le profil de quelqu'un, puis on nous les suggère là, dans les algorithmes d'Instagram, quelqu'un qui est par exemple, un beau gars musclé, est-ce que je me dis, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment beau, ou je me dis, mon Dieu, que je me sens comme de la merde quand je regarde cette photo-là. Ça, pour moi, c'est un signe que c'est quelque chose de toxique. Donc là, il y a quelque chose que je dois stopper parce que la vision de cette photo-là a un impact sur ma façon de me voir. Mm-hmm. Donc là, c'est là que ça devient problématique. Tu as le droit de suivre des influenceuses que tu trouves beaux et belles. Tu as le droit. Ils sont là, ils existent. On va pas faire comme s'ils n'existaient pas. Mais est-ce que leur existence et leurs réseaux sociaux affectent ta façon que tu te perçois et la valeur que tu t'octroies? C'est là le piège. Parce que des fois, je des beaux gars puis des belles filles, puis je commence, sont très beaux, sont inspirants pour plein de raisons. Et des fois, ça me déclenche. Je me dis, OK, là, il y a quelque chose, je fais unfollow. Et quand on fait unfollow, on ne les voit plus, on n'y pense plus, je vous le dis. On y pense. Et ça fait du bien de se défaire de gens qui nous déclenchent. Si tu regardes une fille en costume et tu te dis, mon Dieu, qu'elle est bien, qu'elle est mince, je ne ressemble pas à ça, ne la suis pas parce que c'est la relation que tu vas avoir avec cette personne-là sur les réseaux sociaux, ça va être ça. Donc ça, c'est très important d'être à l'écoute de ce que ça déclenche en soi. Tu sais? Ça, pour moi, c'est aussi ne jamais se fier à la première impression. Regardez la photo. Est-ce que vous vous dites, est-ce qu'elle a l'air heureuse, cette personne-là, sur la photo? Est-ce qu'elle ressemble à toutes les autres personnes? Est-ce qu'elle semble se tenir d'une façon qui ne fait que l'avantager? Qu'est-ce qui est écrit sur la photo? Est-ce que c'est une publicité? Est-ce qu'elle tague des produits? Est-ce que tout ça, ça vous donne un indicatif que cette photo-là, c'est pas quelqu'un qui a pris une photo chez elle pour le plaisir parce qu'elle est tout simplement heureuse. Donc, il y a un objectif à travers ça, de vous faire souvent acheter quelque chose.
et de vous entraîner dans une espèce de spirale de consommation. Donc, ça, donc, faut prendre le temps de regarder la photo et de dire, y a-t-il quelque chose? C'est-tu une photo comme moi puis Viviane en ce moment où on est beau, on est heureux, on se prend en photo? C'est ça ou il y a quelque chose de trop travaillé? Il y a quelque chose qui vous ressemble artificiel et faux? Dites-vous que que la majorité des influenceurs utilisent un filtre. Les compagnies, il n'y a pas une photo qui est pas photoshopée. Il y a des comptes Instagram en plus qui existent, qui font la différence avant-après d'une photo retouchée, pas retouchée. Informez-vous, essayez d'aller voir plus loin derrière. T'sais. Une photo a le droit d'être belle. Ça, c'est sûr et certain. La personne a le droit d'être belle. C'est à savoir qu'est-ce qu'elle fait avec son image. Est-ce que son image est pour complexer à la maison ou pour vous encourager à être ce que vous êtes? Moi, quand je faisais 340 livres et que j'étais dégueulasse, on va se dire, je me trouvais pas dégueu et j'ai toujours pensé que quand j'allais être mince, j'allais être heureux et ça n'a absolument rien à voir. C'est le travail psychologique que j'ai fait derrière, c'est la valeur que je me suis octroyée, c'est tout ça, tu sais. Donc, la beauté, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. J'étais extrêmement différent, je le suis encore de la plupart des gens. Je pensais que c'était une erreur. Je voulais ressembler aux autres. Puis finalement, aujourd'hui, c'est ce qui paye mon loyer. C'est ce qui fait que j'ai une carrière. C'est ce qui fait que je parle avec vous aujourd'hui. C'est ma différence et c'est mes couleurs. Donc, des fois, ce que vous pensez qui est une faiblesse, vous différencie des autres de façon négative, plus tard, c'est ce qui va vous amener votre force, votre courage, vos couleurs, votre unicité. Ma mère m'a toujours dit, ne ris jamais entre guillemets, du geek à l'école. Parce que c'est lui plus tard, qui est peut-être super bon à l'école, qui va t'opérer à cœur ouvert, qui va être ton chirurgien quand tu vas en avoir besoin. Donc, on ne peut pas laisser 5 ans de notre vie, donc l'époque du secondaire, déterminer ce qu'on va être pour le restant de notre existence. Ça n'a aucun sens. Il faut dire aussi que le secondaire arrive dans une période où l'adolescent est en construction identitaire. C'est normal. C'est comme ce qu'on apprend quand on est enfant, ben, ça nous suit, ben, c'est la même chose. Donc, la façon, les rapports sociaux au secondaire sont construits d'une façon qui vont souvent ben, se suivre à l'âge adulte. Mais ce que je veux dire, c'est que les choses changent, les gens changent. La vie, c'est pas ce que vous vivez présentement, c'est une partie de ce que vous allez vivre de votre vie. Ne pas laisser 5 années de votre vie déterminer votre valeur. Surtout que physiquement, on va changer, mentalement, psychologiquement, professionnellement. Il y a une grande vie là, qui vous attend. Oui. Parenthèse, juste à dire que j'ai vu passer dans les commentaires tantôt que tu étais une inspiration, que tu étais... oui, ben oui, c'est ça. J'ai malheureusement pas retenu le nom de la personne, mais donc oui, c'est ça, que tu étais une inspiration, puis que tu étais... c'est ça, tu étais inspirant. Donc... Moi, rien qui me fait plus plaisir dans la vie que de... Je vous donne un exemple, OK? Quand vous allez, mettons, au restaurant, là, puis que vous aimez un plat, OK? C'est quoi c'est quand que vous êtes levé puis vous êtes allé voir le chef en cuisine pour lui dire « Hey, ta bouffe est vraiment bonne. » On le fait pas. Mais si moi, je me garde. Et quand je suis capable, là, je le passe le message au service. On écoute une émission de télé, on regarde quelque chose qu'on aime, c'est bien rare qu'on fait des commentaires positifs. Mais les commentaires négatifs, on les fait toujours. Donc, quand moi, je reçois des commentaires de gens qui vivent des choses similaires à moi, des commentaires positifs, je me dis, je ne suis pas seul et vous n'êtes pas seul. Donc, ce que vous vivez, vous êtes des milliers à vivre la même chose. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte à vivre ce que vous vivez. Il faut juste en parler. Donc, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir dans la vie de savoir qu'avec mon histoire et la prise de parole que je fais, je peux inspirer 1 ou 2 ou 3 personnes. Moi, j'ai fait ma job, tu sais, parce qu'à cette époque-là, j'étais gêné de poser des questions, j'étais interagir avec les gens, puis c'est ce qui fait en sorte que j'ai une adolescence difficile, tu sais. C'est très important que vous compreniez que ce que vous vivez, l'époque que vous êtes en ce moment, c'est pas l'époque dans laquelle vous allez être toute votre vie. Tu sais. Ce que vous avez de différent, c'est ça que vous devez mettre de l'avant. Oui, effectivement. On a un commentaire d'ailleurs là, qui dit « Le parfaitement imparfait est parfois le plus sexy. » Ben, donc, bien dit, c'est vrai. Puis d'ailleurs, il y a une super série à Tout TV qui s'appelle justement Parfaitement imparfait.
que je vous invite à regarder. Ce sont des gens de mon âge, dans la trentaine, qui discutent avec des jeunes de votre âge sur des choses comme, par exemple, c'est comme si moi, je discutais avec un jeune qui veut faire son coming out de 15 ans. Et ça vous démontre à quel point les choses bougent et à quel point la beauté, elle est vraiment, vraiment dans l'œil de celui qui le regarde. Si vous regardez au fil de l'époque, et j'ai fait une chronique la semaine passée sur les critères de beauté au fil du temps. Ben, en 1910, c'était les hommes qui étaient très gros, qui étaient beaux. Dans la Renaissance, c'était un autre type de beauté. Dans les années 70, c'était les cheveux longs, donc, il n'y a rien qui est intemporel. Et les plus beaux hommes et les plus belles femmes du monde, c'est d'abord et avant tout parce qu'elles ont du charisme, parce qu'elles dégagent quelque chose. Donc, que Gérard Depardieu, le grand acteur français, il rentre dans aucun critère de ce que la société nous dit comme étant un bel homme. Pourtant, toute sa vie a été considéré comme un homme extrêmement sexy parce que c'est ce qui dégageait. C'est ce qui dégageait, c'était son charisme, c'était son talent. Et c'est ça qui va vous donner une job plus tard, c'est ça qui va vous donner des amis, c'est ça qui va vous créer une place à votre image dans la société. Moi, j'ai commencé à être quand j'ai compris que j'étais une personne différente. Je voyais la vie différemment. J'ai compris que j'ai une vie atypique. Donc, le chum que je vais rencontrer, il ne va pas avoir la même vie que tout le monde. Je peux pas. Tu sais, j'ai trop un peu. Quand j'ai compris que j'étais différent et que c'est ce qu'il fallait que je mette de l'avant, que j'essaie d'arrêter on m'a toujours dit, t'es trop aussi pour telle chaîne télé, t'es trop aussi pour ça. T'es pas. Quand j'essayais de plaire à tout le monde, quand j'ai compris que moi, c'est ça. C'est ça ma couleur, c'est ce que j'ai à offrir. Ouais. Si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. En fait, ce que tu dis, ça résonne tellement parce que moi aussi, au secondaire, j'étais trop pour certains, j'étais trop pour d'autres, et j'arrivais pas à cadrer dans Exactement. aucune. Moi, j'étais très satellite. J'étais trop geek pour certains, mais j'étais pas assez pour d'autres. J'étais trop gros pour certains. J'étais trop. Moi, je me promenais entre les gangs, je ne savais pas trop ce que j'étais, je voulais plaire un peu à tout le monde. Et le fait d'essayer de ressembler à tout le monde, ça fait en sorte, oui, que j'ai pu passer à travers ce secondaire-là, mais en même temps, ça ne m'a pas permis de développer mon unicité. Puis je vous le dis, à l'âge adulte, d'être soi-même, c'est un acte de résistance, un acte de résistance dans une société qui veut. Et c'est parallèle, et c'est paradoxal parce qu'on aime tous ces grands artistes-là, les Lady Gaga, les Beyoncé, tous les grands artistes qui sont uniques, extraordinaires. Parce qu'on les aime, mais pourquoi qu'on ne s'inspire pas d'eux et que dans notre vie tous les jours, on n'essaye pas d'être des artistes nous-mêmes aussi dans notre. Pourquoi qu'on veut ressembler à tout le monde quand ce qu'on aime, c'est des gens qui sont différents. C'est fascinant. Donc, à quel point on admire l'audace des gens, mais on n'est pas capable de l'appliquer à soi-même. Je trouve ça fascinant. Ces gens-là, vous parleriez avec ces artistes-là, ils l'ont vécu tough. Ils n'ont jamais senti qu'ils fitaient dans une case. Ils n'ont jamais senti qu'ils se sont fait dire non à 50 millions de reprises. Ils ont toujours été différents. Puis aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on les aime. Tu sais. Oui, tout à fait. Écoute, on va prendre des nouvelles de toi, de comment tu vas. On vient de passer une grosse année. Puis on le sait, là, il y a eu une montée au niveau des problématiques de troubles alimentaires là, depuis le début de la pandémie. Toi, comment tu vis ça? Premièrement, je tiens à féliciter les jeunes parce que les jeunes au secondaire qui ont été coupés de leurs amis, coupés de l'école, c'est tellement important l'école, le cercle social, les jeunes de secondaire qui passent au cégep, qui n'ont pas. Je trouve ça aberrant. On parle peu de vous et pourtant vous êtes les grands perdants là-dedans parce qu'évidemment, par rapport à la COVID, vous êtes ceux qui ont le moins de symptômes. Donc, pour vous, ça semble quelque chose qui est moins concret. Hein? Mais pourtant, c'est vous qui avez le plus de restrictions. Donc, je vous lève mon chapeau vraiment d'avoir. Vous êtes merveilleux d'avoir réussi à suivre l'école, faire 10 heures de Zoom par jour, de continuer à garder le moral, même si on sait que c'est pas facile. Je veux vous féliciter pour ça. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis on parle pas assez de vous, puis on vous dit pas assez merci, mais honnêtement, vous êtes les grands perdants de ça. Parce que je tiens à vous dire, moi, je vous trouve très, très inspirant à ce niveau-là et très fort surtout. Moi, de mon côté, ça a été extrêmement difficile parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats de travail. Moi, je travaille en culture, je travaille dans les médias, vous savez.
on ne peut pas rentrer en tournage pour X raisons, la distanciation, les ci, les ça, les théâtres sont fermés, je fais de la critique culturelle, il y a plein d'affaires. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, vous vous souvenez, en février dernier, février-mars, quand on pensait qu'on allait manquer de nourriture à l'épicerie. Vous vous en souvenez de ça? Donc, les gens stockaient, entre autres, le papier de toilette, mais 100 millions de nourriture. Et moi, j'étais soudainement confronté à nouveau à mon trouble alimentaire parce que j'étais à la maison 24/7, ce qui est encore le cas, seul, avec l'armoire derrière moi, plein de nourriture que je devais, semble-t-il, stocker et avec des émotions qui ne m'appartenaient pas, donc une anxiété générale qui vient de l'extérieur, un contexte que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas contrôler la pandémie, avec plein de facteurs qui je ne pensais pas qu'elle allait arriver dans ma vie, qui m'ont déstabilisé. Moi, j'ai toujours dit, et ça le confirme, que par rapport à mon trouble alimentaire, je ne suis pas guéri, je suis en rémission. Quand tu es en rémission, c'est que tu es guéri. Il faut une certaine On vient de période pour dire que tu es pleinement guéri. Je m'excuse, ça a coupé, Jordan. On n'a pas compris. Quand tu dis que tu n'es pas guéri, tu es en rémission. Rémission parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver dans notre vie. Et là, je parle pour moi. Il y en a qui. C'est toujours par rapport à moi. Je ne suis pas l'ambassadeur des troubles alimentaires pour tout le monde. Je parle de mon expérience, c'est très important. Mais moi, je n'avais pas prévu la pandémie. Je n'avais pas prévu que cette situation-là allait me rechallenger. Donc, et ça me démontrait à quel point que je suis fragile à certains niveaux. Puis que certaines circonstances, ça peut être un deuil, une rupture amoureuse, peu importe, viennent nous challenger. Hein? Donc, moi, la pandémie, ça m'a beaucoup challengé. Moi, je fumais quelques cigarettes quand je prenais un verre. Mais durant la dernière année, j'ai commencé à fumer beaucoup. Chose qui n'était jamais arrivée. Je me suis dit, j'aime mieux fumer que de manger comme avant. Donc, j'ai transféré un problème sur un autre. Et là, ça fait 1 mois que j'ai cessé complètement de fumer parce que je me suis dit, ben, je ne vais pas traverser je ne vais pas sortir de cette pandémie-là avec un problème de cigarette. Pas quand je n'ai pas fumé durant 36 ans de ma vie. Donc, j'ai compensé par un autre problème. Donc, on a tous été extrêmement challengés au niveau de la santé psychologique, physique, le manque d'inactivité. Plusieurs personnes ont pris du poids et se sentent très coupables, se sentent pas beau ou belle, ben c'est normal, on a tous engraissé. On est pogné à on n'a rien à faire. C'est comme ça. Il faut développer de l'empathie envers soi-même. Il faut être indulgent et se dire qu'on n'est pas tout seul là-dedans et que le contexte actuel nous amène avec des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Tu sais. Puis on s'entend que le climat grossophobe aussi sur les réseaux sociaux a tellement pas aidé. Moi, j'ai vu une multiplication des publications de régimes, de cures miracles, de programmes d'entraînement, j'en avais jamais autant vu. Et là, tout à coup, ça s'est mis à se multiplier comme. Ben, Lisiane, tu résumes exactement ce qu'on disait. Les algorithmes savent que vous savez que vous vous trouvez pas beau, belle en ce moment, que vous avez pris du poids. C'est le temps de vous proposer des affaires pour vous faire sentir coupable, de vous faire acheter des produits. Ce qu'on veut, c'est seulement votre argent. Hein? Donc, et c'est normal. Et ils le savent et c'est ce qu'ils proposent. Et, mais en fait, ce que ça dit, là, c'est pas compliqué. Le fait que tu sois bombardé de régimes comme ça, ben, ça dit que tu n'es pas tout seul là-dedans. Donc, on est plusieurs là-dedans. Et je trouve ça bien... et ce qui m'énervait beaucoup, c'est qu'on demandait aux gens, gardez la forme, faites-ci à la maison, ta. Comment veux-tu que je m'entraîne quand, en ce moment, ma santé psychologique, elle est difficile? Comment tu demander à une maman qui fait du temps plein à la maison avec ses 2 ados à la maison, de trouver le temps de s'entraîner, de trouver... Donc, on demandait, on avait des exigences vraiment, et on les a encore extrêmement élevées sur certaines personnes, sans prendre en considération le contexte dans lequel on vit présentement. Moi, j'ai fait venir ici à la maison un kinésiologue entraîneur parce que je me suis dit, je veux garder la forme. Puis c'est un exemple précis que je vous donne. Qu'est-ce que je peux faire dans mon appartement pour garder une certaine forme d'activité? Parce que je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui fait beaucoup de vélo, mais là, c'est un peu difficile. J'allais beaucoup au yoga, moi. Donc, William, pour ne pas nommer, est venu ici. On a fait un entraînement à la maison. Et finalement, au bout de 2 semaines, ça ne marchait pas. Je me sens, j'avais une grande je me sentais en compétition. Ça devenait une source de stress. Je n'avais pas l'énergie. J'étais fatigué. 10 heures de temps par jour en Zoom. La presse.
on est fatigué émotionnellement, psychologiquement, on a vécu. On n'a pas l'énergie pour faire ce qu'on faisait avant. Il faut juste l'accepter. Et là, je me suis rendu compte que son programme qui m'a fait, que j'ai demandé, me mettait beaucoup de pression. Donc, je me sentais coupable de ne pas faire ça. Donc, moi, la musculation, etc. Et finalement, je me suis assis avec William, puis je lui ai dit, écoute, William, finalement, c'est pas de la musculation, de la remise en forme que j'ai besoin. J'ai besoin qu'on fasse un programme en douceur, un programme qui va m'énergiser, qui va me faire justement calmer mes esprits. Donc, on est allé plus vers des choses de yoga, etc. Parce que je me suis dit, ben, c'est pas ça que j'ai besoin en ce moment. Peut-être que ça va revenir, mais pour l'instant, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le jus, puis j'ai pas la santé mentale et physique pour le faire. On va pas se mettre plus de pression qu'il y en a maintenant. Je me suis écouté, on a réajusté le tir, et maintenant, cette petite routine-là que je fais chaque jour m'énergise et me fait du bien. Et c'est ce que j'ai besoin, et ça va exactement avec ce que j'avais besoin, et ça respecte l'état psychologique dans lequel je me situe maintenant. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut s'écouter. On peut pas demander avec un contexte pandémique d'avoir les mêmes habitudes, les mêmes réactions, les mêmes émotions qu'à temps normal. C'est pas un temps normal. Non, non, vraiment pas. Écoute, c'est super intéressant. Je vois l'heure avancer. Si tu avais un message à adresser à nos élèves, à ceux qui nous écoutent, on en a quand même pas mal là, qui nous suivent, en lien avec la diversité, en lien avec l'ouverture à l'autre, ça serait quoi? Ça a coupé. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Je disais, si tu avais un message à adresser à ceux qui nous écoutent en lien avec la diversité puis l'ouverture à l'autre, ça serait quoi? Moi, là, j'ai compris dans la vie que je veux être entouré de gens différents et de gens inspirants. Donc, quand tu vois quelqu'un qui te challenge, puis que tu trouves différent, puis que tu te demandes des questions, puis que ça te challenge de façon peut-être des fois négative, ou il y a quelque chose, là, cette personne-là me déclenche. Va plus loin, va plus loin. Des fois, j'ai compris que ceux qui étaient les agresseurs au secondaire, les bulliers, ben, c'est des gens qui souffraient, eux autres aussi, puis qu'il aimait mieux mordre avant d'être mordu. Quand tu comprends ça, quand tu vas au-delà de ça, ça te permet de comprendre plein de choses. Et moi, j'ai compris dans la vie que j'avais envie de me coller aux gens qui étaient différents. Même si ça me challengeait, pourquoi que ça vient me chercher? Il y a quelque chose là, va voir. Donc, ne sois pas intimidé par la différence, ne sois pas apeuré, sois-en inspiré, puis c'est sûr et certain que tu vas apprendre quelque chose de ça. Et surtout, quand tu te regardes dans le miroir, là, recule-toi, OK? Recule-toi. Regarde l'ensemble de ce que tu es. C'est sûr, si je me regarde comme ça, genre, j'ai une tache ici, j'ai ça, mais si tu te regardes dans l'entièreté de ce que tu es, tu vas te trouver pas mal plus beau, tu sais. Il n'y a personne qui se regarde un pose la face comme ça. Il n'y a pas personne qui corrige ses courbes sur ses photos pour aller à l'école, parce que c'est ça aussi, c'est que plus vous travaillez vos images, plus le gap entre ce que vous êtes sur les réseaux sociaux et ce que vous êtes dans la vraie vie va être grand. Ça va être bien, bien dur. C'est pas normal. Et maintenant, un bouton sur le nez ne veut pas aller au secondaire parce qu'elle n'en avait pas la veille sur sa photo Instagram. C'est pas normal. Donc, soyez conséquents. Soyez aussi beau sur vos réseaux sociaux que ce que vous êtes dans la vie. De un, et aussi vrai. Et aussi vrai, parce que c'est ça, on vit dans la vraie vie. C'est bien de valeur, là, mais on va tous à la toilette, on mange tout, il faut se lever le matin. C'est ça la Fait que, soyez identiques, il n'y aura pas de déception, il n'y aura pas de surprise, puis c'est ça la clé. C'est ce qui va vous amener. C'est mon principal. Puis soyez gentils avec vous. Parlez-vous, pardonnez-vous. Il n'y a pas d'aliments interdits. Il y a seulement les interdits que vous vous donnez. Soyez empathique. L'empathie, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est soyez doux envers vous. Si vous dites, ah mon Dieu, pas été fait aujourd'hui. Oh, ça vient. Mon Dieu, je m'excuse envers moi-même, je m'excuse envers l'autre. Soyez doux, arrêtez de vous. C'est tellement dur la vie, là. Il y a tellement de monde pour nous rappeler qu'on ne fait pas les choses de la bonne façon. La seule personne qui peut se donner du love tous les jours, c'est bien vous. Faites-le, c'est gratuit. Effectivement. Écoute, petit blitz de questions en rafale. Oui. Super. Donc, question des élèves, on en a parlé un peu, mais mes élèves aiment bien ça, savoir quel âge ont mes invités. Donc, tu peux le donner en dizaines si tu veux. Alors, je pensais que je vais avoir 39 ans au mois de juin. Donc, je vais avoir 39 ans. Vraiment. Puis, je me suis fait faire les cheveux en fin de semaine pour avoir l'air plus jeune. Non.
Mais Es-tu plus grande diva ou artiste underground? si je suis un doux mélange des deux. Donc, mon Oh! idole, et je sais que c'est pas votre génération, c'est Mariah Carey que j'aime beaucoup. Mais en même temps, je suis extrêmement attiré par les artistes pétés, les artistes fuckés, les réalisateurs de cinéma qui font les choses différemment, les artistes très, très underground, j'aime ça. Et j'aime aussi le côté très, très pop, très, très glam, très, très grandiose. J'aime autant Lady Gaga que Marilyn Manson, par exemple. Donc, tu sais, j'aime les gens, en fait, qui sont uniques et qui assument ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils sont, tu sais. Cool. Là, c'est la question technicienne en loisir. C'est quoi ton loisir préféré? Est-ce que tu parles d'un loisir impliquant comme un sport ou de quel type de loisir tu parles? La façon dont tu occupes ton temps qui te fait du bien et qui te libère l'esprit. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. Et ça, c'est un autre challenge de la pandémie, hein, à passer 20 heures par jour sur l'ordinateur. Mes yeux sont fatigués, donc j'ai de moins en moins de temps pour lire. Donc, je suis plus attiré par Netflix à écouter des séries en rafale. Et pourtant, je me rends compte que ça me nourrit beaucoup moins. J'aime beaucoup, beaucoup aller au théâtre parce que le théâtre, c'est vrai, c'est des émotions devant nous. J'aime beaucoup le cinéma. Moi, j'étudie en cinéma au cégep. Et mon autre passion, je vais vous la montrer, elle est ici. C'est mon chat! Donc, ça, c'est. Voyez-vous, lui, il est unique. Tout le monde le Oui. trouve, mais moi, je le trouve beau. Bon. Donc, ça, j'aime beaucoup faire le yoga aussi, du yoga chaud parce que ça me permet de me libérer la tête. Mais j'ai davantage vraiment une personnalité extrêmement artistique, donc j'aime la culture. Mais j'ai aussi compris que dans la vie, je n'étais pas une personne qui était sportive et d'arrêter de me mettre de la pression sur le sport. Je suis une personne active. Donc, je marche 30 minutes à 1 heure par jour. Je fais mes déplacements en vélo. Donc, c'est une partie importante. J'ai pas l'impression de faire du sport, mais je reste. Donc, c'est un mélange de tout ça. Puis, évidemment, les loisirs ont changé avec la pandémie, mais en temps normal, ça serait ça. Bon, super. Ton repas chouchou? Le poulet parmigiano de ma mère. Ben, En c'est fait, avec moi. j'habite seule avec mon chat, je cuisine très peu. Donc, j'ai la chance d'avoir une maman qui me fait plein de plats préparés, mais je dirais que la bonne sauce à spaghetti de ma mère. Des fois, je suis tellement pressée de la manger que je la mange même pas avec des pâtes, juste avec une tranche de pain. Mais C'est j'aime. la soupe de spaghetti à mon père dans une tasse avec une cuillère. Voilà. Fait que je dirais que ça fait vraiment la job. Mais je vous dirais, sinon, j'aime beaucoup la bouffe asiatique. C'est très. Puis la bouffe asiatique. Puis j'aime tous les types de nourriture. Puis j'aime aussi ben, la nourriture qu'on dit engraissante, qui l'est pas en fait quand on va à l'échelle normale de ce qu'on mange. J'aime la friture, j'aime les ailes de poulet, j'aime tout ça. Mais il n'y a pas d'aliments interdits. T'sais. Quand on se dit non, trop souvent, ben, on s'empêche de manger cet aliment-là. Puis finalement, qu'est-ce qu'on sait? On va manger 14 fois plus dans une autre affaire pour compenser. Il n'y a pas d'aliment interdit, c'est juste la relation qu'on a avec notre aliment. Mais j'aime de tout. Je dirais que la bouffe de ma mère. Puis profitez-en, hein, à la maison. Oui. Remerciez votre mère de vous faire à manger parce que quand vous allez être en appartement tout seul, vous allez voir que l'épicerie, ça coûte cher. Vous allez voir que, mon Dieu, qu'on ne sait pas faire grand-chose au niveau de la cuisine. Puis que... Donc, profitez de ces moments-là que vous pouvez manger sur le bras de maman puis de papa. Là, c'est vraiment le fun. Et dernière question, si tu avais une personne à rencontrer, morte ou vivante, une célébrité, ce serait qui? Personne influente. Je pense que ça serait Amy Winehouse. Hein? Je pense que ce serait Amy Winehouse parce que vous connaissez Amy Winehouse, c'est une grande, grande, grande artiste qui a eu un destin extrêmement tragique. Et lorsqu'on s'intéresse à la vie d'Amy Winehouse, on se rend compte qu'elle n'a jamais, elle non plus, senti qu'elle fitait dans le moule. Elle en a été extrêmement victime tout au long de sa vie, ce qui l'a amené à développer de graves problèmes de toxicomanie. Puis même si c'était une super vedette, elle n'était pas plus heureuse. Je suis fasciné par une fille qui a autant de talent et qui est sombrée dans de grandes tristesses. Et j'aimerais m'asseoir avec elle pour discuter de ça, de ce qu'elle a vécu, parce que à se sentir, autant ça a été sa force hein, d'être différente, mais à la toute fin. Mais ce qu'on se rend compte, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est que toutes ces années à se sentir différente, à se faire intimider,
Ben Beau était devenu une super vedette, ça a quand même eu encore la pression et avec les journalistes qui la lâchaient pas, qui essayaient tout le temps de la mettre, de la juger, ben ça a venu faire ressortir des blessures d'enfance et d'adolescence. Donc, pas parce qu'on est une vedette qu'on est à l'abri de ça, au contraire, c'est encore plus difficile. Moi, j'en reçois des commentaires sur mon image corporelle, des commentaires homophobes, j'en reçois plein. Donc, j'aimerais discuter avec Amy Winehouse. Feu Amy Winehouse, que j'aime beaucoup. Et Mais, évidemment, que je trouve qui est un modèle extraordinaire pour notre jeunesse. Mon Dieu, j'aurais aimé savoir une Lady Gaga. Nous, on avait, moi, j'avais Madonna, mais Lady Gaga, je trouve qu'elle est exactement ce qu'on souhaite dans notre société. Évidemment, je trouve qu'elle est quand même, il faut faire attention aussi, elle aime beaucoup l'image corporelle, hein, des fois, tout ça. Donc, elle a modifié son visage, la minceur, tout ça. Donc, tu sais, il y a certains pièges avec nos artistes qui font partie quand même d'une industrie, hein. Il faut qu'on se le rappelle. mais il y a quand même plusieurs barrières qu'elle a réussi à faire sauver. Puis, culturelle, LGBTQ+, le message qu'elle prône, je trouve qu'il est extraordinaire et, euh, et je trouve que c'est ce genre d'humain-là qu'on doit suivre dans la vie, ceux qui nous élèvent. Quand vous suivez les réseaux sociaux, vous avez l'impression, il faut que quand vous quittez ce poste, vous faites, mon Dieu, que je me sens bien. ben, écoute, je te remercie fois mille d'avoir participé à ce super midi causerie, à cette discussion du monde. Honnêtement, ça a été super fascinant, vraiment intéressant. J'ai hâte de te recevoir pour vrai dans mon école. Dans votre école. Puis, je veux dire, ceux qui en a peut-être qui nous ont regardé, qui étaient gênés de poser des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir si vous vivez des moments difficiles par rapport à l'image corporelle, si vous pensez que vous avez un trouble alimentaire. Peu importe, si vous avez envie de communiquer, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Ben, je te remercie énormément, Jordan. Ça a été un bonheur de jaser avec toi aujourd'hui. Donc, je te remercie. Toutes les infos vont être dans la description de la vidéo là, pour rejoindre Jordan. On va mettre aussi des outils, des références si jamais vous en avez besoin. Donc, oui, un énorme... Parlez-en, c'est le temps, là. On est confinés, tout ça. Fait que moi, je vous souhaite une belle semaine, la gang. Là, je sais pas, vous êtes vraiment des héros, je dois vous le dire. Donc, puis merci, évidemment, Lisiane, de faire ce type d'intervention-là. Tu fais une différence. Des fois, dans le day-to-day du travail, on est bien occupé, on pense pas qu'on fait une différence, mais tu fais une différence. Puis là, il y a quelques personnes qui nous ont regardé. Il y en a, si on a réussi à en inspirer, ne serait-ce qu'une, notre travail est fait. Écoute, je te remercie pour ces bons mots-là. C'est toujours apprécié, ça fait toujours du bien. Merci encore une fois. Je le dis, tu es un humain absolument merveilleux. Donc, je le prends. Je vais le mettre dans ma petite poche ici, puis quand je vais... C'est bon. Un gros merci. On doit se quitter, donc je publie tout ça sur nos réseaux, nos plateformes. Donc, un énorme merci encore une fois. Bye tout le monde. Bye, merci. Bye.